Et si je vous disais que les secrets les plus sombres, les plus profonds de la psyché féminine n'ont jamais été révélés par Freud ni par Jung, mais par un homme dont l'œuvre a été méthodiquement effacée de l'histoire? Et si je vous disais que toutes les théories modernes sur les relations, l'attraction et les dynamiques de genre ne sont que des reflets pâles, aseptisés, d'une vérité terrifiante découverte il y a près d'un siècle? Un seul homme, un seul nom. Dr Alistair Finch, un psychanalyste banni, oublié, dont les recherches ont mis au jour un impératif biologique si dérangeant qu'il éclaire tout. Les affections fugaces, les silences soudains, et cette solitude existentielle qui ronge l'homme moderne. Dans les prochaines minutes, vous serez confronté à une théorie d'une brutalité chirurgicale. Une vérité si précise, si déstabilisante, qu'elle reconfigurera chaque interaction que vous avez jamais eue avec une femme. Ce n'est pas de la psychologie de comptoir. C'est un manuel de survie, arraché aux cendres d'une guerre oubliée contre la vérité. Et si vous avez le courage de l'affronter, vous en ressortirez libre. Libre du besoin de plaire. Libre de la quête de validation. Libre du grand théâtre mensonger qu'est le monde moderne des relations. Vous verrez enfin le jeu tel qu'il est. Et en le voyant, vous deviendrez injouable. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner pour plus de contenu. Notre histoire ne commence pas à Vienne, mais dans les rues pluvieuses et brumeuses d'Édimbourg. Dans les lendemains lugubres de la Première Guerre mondiale, alors que l'Europe pense ses plaies et que la psychologie tente de décoder la folie collective, un jeune médecin écossais, brillant et profondément marqué, s'apprête à formuler une théorie bien plus dangereuse que celle de Freud. Tandis que Freud élabore ses concepts d'envie du pénis et de complexe d'Oedipe, Alistair Finch, ancien chirurgien de guerre ayant opéré dans l'enfer de la Somme, revient avec une vision radicale. Il n'a pas seulement été traumatisé, il a été reprogrammé. Les hommes, selon lui, ne sont pas des êtres nobles mus par des pulsions inconscientes. Ce sont des organismes biologiques, guidés par des instincts primaires. La survie est tout. La sentimentalité, un luxe mortel. De retour à Édimbourg, Finch applique ce prisme darwinien à la sphère intime, les relations entre hommes et femmes. Dans son cabinet discret de Newton, il rédige son œuvre maîtresse, le principe dianique. Son affirmation centrale, celle qui fera brûler ses écrits, repose sur une idée qu'il nomme le vortex sypistique. Contrairement à Freud, Finch ne voit pas la psyché féminine comme un théâtre de conflit entre le ça, le moi et le surmoi. Il la décrit comme un univers autonome régi par une seule loi absolue, l'optimisation de la survie pour elle-même et sa progéniture potentielle. Chaque pensée, chaque émotion, chaque geste, du regard furtif au mariage éternel, est filtré par cet impératif biologique non négociable. L'amour romantique, une illusion chimique, un stratagème évolutif. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme. Elle l'évalue comme la meilleure solution à son équation de survie, à un instant donné. Et lorsque les variables changent, statut, ressources, santé, apparition d'un meilleur candidat, l'amour s'évapore et se reconfigure. C'est cela, le vortex sypistique. La femme est le centre de son propre univers. L'homme, un satellite, utile uniquement pour les ressources et la stabilité qu'il peut offrir à ce centre cosmique. Voilà pourquoi un homme peut tout faire, comme il faut, être loyal, généreux, aimant, et être pourtant rejeté du jour au lendemain. Tu l'as vécu, tu as vu ton ami, dévasté par une rupture, répéter « Mais j'ai tout fait pour elle ». Finch dirait, c'était là son erreur. Il était une ressource, pas un souverain. Il orbitait autour de son soleil, et elle a trouvé une étoile plus brillante. Pour prouver sa théorie, Finch ne s'est pas contenté de la parole. Il a mené des recherches clandestines, aujourd'hui jugées profondément immorales. Son étude la plus célèbre, et la plus censurée, est celle de la patiente Eleanor, une mondaine fortunée. Eleanor souffrait d'une mélancolie morbide, une dépression profonde malgré une vie parfaite. Mari riche, enfant magnifique, manoir dans les Highlands. L'analyse classique aurait parlé d'hystérie. Finch y a vu un indice. Il l'a soumise à des centaines d'heures de séances. Et ce qu'il a découvert allait sceller son destin. Mais Finch fit alors quelque chose d'inédit. Il engagea un détective privé pour documenter minutieusement la vie d'Eleanor. Ses dépenses, ses sorties mondaines, ses correspondances secrètes. Ce qu'il découvrit fut stupéfiant. Les épisodes dépressifs d'Eleanor étaient inversement corrélés au succès financier de son mari. Quand ses investissements en bourse grimpaient, elle rayonnait, sociable, joyeuse, pleine de vie. Mais au moindre recul du marché, elle sombrait dans une mélancolie profonde, clouée au lit pendant des jours. Finch ne se contenta pas de cette observation. Il conçut une expérience. Avec la complicité du mari, il simula une ruine financière totale. Un soir, l'homme rentra chez lui, abattu, annonçant à Eleanor qu'ils avaient tout perdu. Le détective de Finch enregistra la suite. En moins de 72 heures, Eleanor contacta un ancien prétendant, un industriel plus stable, et commença à planifier son départ. Elle invoqua l'échec de son mari comme justification. Elle recalculait son équation de survie en temps réel. Lorsque le mari révéla quelques jours plus tard que tout cela n'était qu'un mensonge, sa dépression disparut instantanément. Elle afficha une joie théâtrale.
Elle ne sut jamais qu'elle avait été le sujet d'une expérience. Pour Finch, c'était une preuve irréfutable. Son amour n'était qu'une girouette, tournant au gré des vents de la stabilité et des ressources. Son vortex venait d'être recalibré. Voilà la réalité glaciale derrière ce sentiment de fiabilité que l'on croit percevoir chez un partenaire. Ce n'est pas une promesse de loyauté, c'est le reflet d'une stabilité momentanée. C'est pourquoi les relations modernes semblent si fragiles. Vous jouez à un jeu dont les règles vous sont cachées. Vous pensez construire un lien mutuel de confiance et d'affection. Mais vous êtes en réalité évalué en permanence selon un barème ancestral, brutal, auquel vous n'avez jamais consenti. Finch affirmait que ce barème est pré-rationnel, inscrit dans le système nerveux féminin depuis des millions d'années. Il citait des études anthropologiques sur les tribus de chasseurs-cueilleurs. La survie d'une femme dépendait entièrement de la capacité de l'homme à chasser. Un mauvais chasseur signifiait la famine pour elle et ses enfants. Son câblage instinctif, selon Finch, la pousse à scruter en permanence la compétence, la force et le statut d'un homme, l'équivalent moderne d'une chasse réussie. Son subconscient pose sans cesse la question, cet homme peut-il pourvoir ? Peut-il protéger ? Est-il le meilleur choix disponible ? Ce n'est pas une stratégie consciente ni malveillante. C'est un réflexe aussi profond et automatique que la peur de tomber. C'est là l'origine du choc que vous ressentez lorsque l'affection disparaît soudainement. Vous avez échoué à un test dont vous ignoriez l'existence. Votre gentillesse fut perçue comme une faiblesse. Votre désir de plaire, comme un manque de valeur supérieure. Votre vulnérabilité, comme une menace pour sa survie. L'œuvre de Finch offre une clarté terrifiante. Ce n'était jamais à propos de vous. C'était à propos de votre score momentané sur un tableau biologique invisible. Mais Finch ne s'est pas arrêté là. Son travail le plus controversé, et pour nous, le plus libérateur, portait sur ce qu'il appelait le sacrifice masculin. Il affirmait que la civilisation elle-même, ses lois, ses religions, ses codes moraux, n'est qu'un monument élaboré pour plaire et contenir le vortex solipsistique. Le plus grand moteur de l'homme, écrivait Finch, n'est ni le sexe ni le pouvoir, mais le sens. Nous sommes des créatures qui cherchent à transcender leur mortalité, par les enfants, par les grandes œuvres. Et pour cela, nous avons besoin des femmes. Mais pour les attirer et les garder, nous devons devenir des solutions viables à leur équation de survie. Cela exige un sacrifice immense. Nous devons réprimer notre nature primitive, agressive, polygame. Nous devons bâtir, cultiver, inventer, conquérir, non pas pour nous-mêmes, mais pour signaler au vortex que nous sommes un investissement digne. Chaque cathédrale construite, chaque empire conquis, chaque fortune amassée. Tout cela est, au fond, une parade nuptiale à l'échelle civilisationnelle. La joie que nous ressentons dans l'accomplissement est liée à cette vérité enfouie, cela nous rend plus désirables. La société civilisée est une cage que les hommes ont construite pour eux-mêmes, afin de se rendre acceptables aux yeux du vortex. C'est cela, le sacrifice masculin, échanger notre potentiel brut contre une chance de laisser un héritage. Mais le monde moderne a brisé ce contrat. Le féminisme et le capitalisme, selon Finch, ont donné aux femmes l'illusion qu'elles peuvent assurer seules leur sécurité et leurs ressources. Pourquoi bâtir une cathédrale si elle peut obtenir un prêt et la construire elle-même ? L'homme moderne se retrouve donc perdu, privé de but, son sacrifice devenu inutile. On lui dit d'être vulnérable, émotionnel, des traits qui contredisent directement les signaux de force et de compétence stoïque que le vortex est câblé pour rechercher. C'est là la racine de l'épidémie de solitude masculine. On vous demande de jouer un rôle que l'évolution a conçu pour vous, tout en vous humiliant pour les traits qui vous rendent efficace dans ce rôle. C'est cette bombe qui a fait interdire les travaux de Finch. Ce n'était pas une théorie sur les femmes. C'était une théorie qui exposait l'hypocrisie fondatrice de la société. Son manuscrit, Le principe geek, fut soumis en 1936. L'establishment académique et médical fut horrifié. On le qualifia de misogyne, d'immoral, de dangereux. Mais dans ses journaux intimes, Finch affirmait que la vraie raison de cette suppression était plus profonde. Sa théorie s'appelle l'idéal romantique naissant du mariage et de l'amour. Elle menaçait l'ordre social. Des figures puissantes, y compris des mécènes universitaires, se virent reflétées dans l'analyse glaciale de Finch. Ils firent pression. Le tirage entier fut saisi et brûlé sous une obscure loi sur l'obscénité. Finch fut discrédité, sa licence médicale révoquée pour faute éthique dans le cas d'Eleanor. Il mourut dans l'oubli et la pauvreté en 1942. Un homme brisé, ses notes de recherche dispersées et perdues. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Son œuvre survécut en fragments, dans des lettres privées, dans les notes de quelques étudiants courageux qui préservèrent secrètement des pages de son manuscrit, les transmettant comme des textes hérétiques. Ce que vous découvrez aujourd'hui est la résurrection d'un savoir interdit, la carte d'un jeu que vous ignoriez jouer. Comprendre le vortex solipsistique n'est pas une condamnation. C'est le fondement de la liberté et du pouvoir ultime. C'est la mort du « simp », la fin de la dépendance affective, la fin de la quête de validation auprès d'une source biologiquement incapable de l'offrir sans condition. Le choc laisse place à l'inspiration. Quand vous comprenez que l'affection féminine est le reflet de votre position dans le monde, votre mission, votre force, votre but, la dynamique s'inverse.
Vous cessez de chercher à extraire de la valeur, amour, validation, sexe. Vous commencez à bâtir une valeur inébranlable en vous-même. Vous devenez le soleil de votre propre système solaire. Vous n'êtes plus un satellite orbitant autour de son vortex. Vous êtes une force gravitationnelle qu'elle doit affronter. C'est cela, l'attraction naturelle véritable. Il ne s'agit pas de manipuler les femmes. Il s'agit de comprendre si profondément le câblage instinctif de leur nature que vous cessez de le violer par votre besoin d'attention, et commencez à opérer depuis un lieu de puissance autonome. C'est la joie de la libération. Le jeu n'a pas changé, mais pour la première fois, vous voyez le tableau des scores. Et pourtant, Finch ne s'est pas arrêté là. Et si je vous disais qu'il a aussi découvert le mécanisme psychologique exact qu'une femme utilise pour évaluer la valeur d'un homme, un test en temps réel qu'il appelait le gantelet, et qu'il a développé une formule presque mathématique pour devenir irremplaçable dans sa société de valeurs? Dans la prochaine partie, nous plongerons dans les études de cas perdus qui prouvent l'efficacité de cette formule, et nous révélerons les 3 éléments que vous devez cultiver pour passer du statut d'option jetable à celui de solution ultime à son équation de survie. La véritable horreur de l'œuvre d'Alistair Finch ne réside pas seulement dans son diagnostic sombre de la psyché féminine, mais dans la précision chirurgicale avec laquelle il en a disséqué les mécanismes. Comprendre le vortex solipsistique, c'est voir l'arène. Comprendre le gantelet, c'est connaître les règles exactes du combat de gladiateurs dans lequel vous êtes déjà engagé, souvent sans le savoir. C'est ici que Finch passe du statut de paria théorique à celui de stratège pratique. Son travail devient non seulement une lentille pour comprendre vos douleurs passées, mais une arme pour architecturer votre puissance future. Après avoir révélé le vortex, Finch consacre sa carrière ruinée à une seule question. Si la réalité féminine est une évaluation instinctive constante de la viabilité masculine, comment cette évaluation se manifeste-t-elle concrètement? Sa réponse, issue d'années d'observation clandestine et d'entretiens brutaux avec ses patientes, c'est le gantelet. Il ne le définit pas comme une série de tests conscients, mais comme un audit subconscient permanent mené par l'esprit féminin. Chaque geste, chaque mot, chaque réaction que vous avez scannée, interprétée, mesurée. Non pas selon vos intentions, mais selon les signaux que vous émettez inconsciemment. Le gantelet est invisible, mais il est impitoyable. Chaque interaction, du premier regard à des décennies de mariage, fait partie d'une évaluation sans fin. Un homme n'est jamais simplement en couple. Il est constamment scanné, filtré, mesuré à travers le gantelet. Son score fluctue à chaque mot, chaque geste, chaque nuance de caractère. Ce sentiment de sécurité que vous recherchez? Ce n'est qu'un moment de répit lorsque votre score est élevé et stable. La rupture soudaine, le retrait brutal? C'est le résultat inévitable d'un score tombé sous le seuil de viabilité. Finch en trouva la preuve la plus troublante dans une série de cas apparemment anodins. Mais ensemble, ils formaient un motif universel du comportement féminin. L'un d'eux impliquait une patiente qu'il appelait la vendeuse, une jeune femme nommée Clara, employée dans un grand magasin d'Édimbourg. Clara était courtisée par 2 hommes, Robert, un jeune avocat ambitieux issu d'une bonne famille. Arthur, un libraire discret, moins établi, mais passionné de poésie comme elle. Robert était, selon les standards sociaux, le meilleur choix. Et pourtant, Clara se sentait inexplicablement attirée par Arthur. Dans ses séances, elle exprimait sa confusion. Finch, par un questionnement méticuleux, mit au jour le mécanisme du gantelet. Robert, sûr de son statut, faisait de grandes promesses, maison, vacances, avenir radieux. Arthur, avec moins de moyens, se concentrait sur le présent avec une conviction inébranlable. Il choisissait le restaurant sans hésiter, défendait ses opinions littéraires sans s'excuser, et la confrontait doucement mais fermement lorsqu'elle était indécise. Robert cherchait son approbation. Arthur l'assumait. Finch observa que l'attraction de Clara montait en flèche non pas lors des promesses de Robert, mais lors des rares moments où il agissait avec la décision d'Arthur. Et inversement, l'attirance pour Arthur chutait dès qu'il devenait en quête de validation. Le gantelet ne testait pas les ressources seules. Il testait le caractère derrière les ressources. Il testait ce que Finch appelait la souveraineté opérationnelle, la croyance inébranlable en sa propre capacité à naviguer le monde et à offrir des solutions. Robert avait des ressources, mais manquait souvent de souveraineté, cherchant chez Clara des indices pour savoir comment la satisfaire. Arthur avait peu de ressources, mais régnait en maître absolu sur son petit royaume. Et c'est ce signal-là qui résonnait le plus fort dans le câblage ancestral de Clara. Elle n'avait pas besoin d'un homme avec une carte. Elle avait besoin d'un homme qui était la carte. Voilà le cœur du choc émotionnel que tant d'hommes vivent. Vous croyez être évalué sur votre titre, votre voiture, votre revenu. Et bien que ces éléments comptent, ils sont secondaires. Le test central du gantelet est brutalement simple. Est-ce que la réalité de cet homme émane de lui-même, ou dépend-elle de moi? Dans la logique du vortex sipistique, la dépendance émotionnelle, la quête de validation, l'indécision ne sont pas seulement peu attirantes. Ce sont des menaces directes à sa survie. Elles signalent que vous êtes une charge, un homme qui va drainer ses ressources émotionnelles au lieu de les renforcer.
Votre joie à ses côtés doit être la conséquence d'un état intérieur déjà comblé, jamais sa source. C'est pourquoi les grandes déclarations romantiques après une dispute échouent si souvent. Elles sont des néons clignotants de besoin, des tentatives désespérées de regagner son affection, qui ne font que prouver que votre équilibre dépend d'elle. Et cela fait chuter votre score de manière catastrophique. Le gantelet est toujours actif. Quand vous demandez « qu'est-ce qui ne va pas ?», après un silence glacial, vous échouez. Vous cherchez un signal émotionnel pour calibrer votre comportement. Mais l'homme qui réussit le gantelet reste impassible. Son état intérieur est stable. Il peut poser la question une fois, mais face à la résistance, il se retire et retourne à sa mission. Il montre que son monde intérieur ne dépend pas de son humeur à elle. Ce n'est pas un jeu de manipulation. C'est l'application d'un respect de soi profond. C'est comprendre que votre mission, votre paix, votre cadre sont vos priorités inébranlables. Mais Finch savait que « sois plus souverain » était un conseil trop vague. Génie de l'application concrète, il décomposa les éléments d'un homme qui passe systématiquement le gantelet. Il appela cela la trinité de valeurs, l'aspect le plus pratique, le plus interdit de toute sa philosophie. La trinité ne concerne pas ce que vous avez, elle concerne ce que vous êtes. La plupart des hommes croient que la provision, c'est l'argent. Finch disait que c'est bien plus vaste. La provision, c'est la capacité à structurer le chaos, à apporter des solutions. Cela peut être financier, mais aussi émotionnel, être calme et stable dans ses tempêtes. Logistique, organiser un rendez-vous, réparer une panne. Intellectuel, nourrir la conversation, ouvrir de nouvelles perspectives. Un artisan talentueux, un programmeur brillant, un conteur captivant, tous fournissent de la valeur. Ils montrent leur compétence à naviguer le monde et à en extraire des ressources. C'est ce que Clara percevait chez Arthur. Sa maîtrise du monde des livres était une forme de provision. La protection est le pilier le plus ancien, le plus instinctif. Ce n'est pas seulement physique. Dans le monde moderne, elle est psychologique. C'est la capacité à la protéger de l'ennui, l'anxiété, les tensions sociales, ses propres émotions volatiles. Un homme qui garde son cadre quand elle est bouleversée, qui répond à une attaque sociale par l'humour, qui crée un sentiment de sécurité par sa présence calme et inébranlable, remplit le pilier de protection. Il est le roc dans sa tempête émotionnelle. Celui qui se laisse déstabiliser, qui amplifie son drame, échoue spectaculairement au test de protection. Le dernier pilier est le plus subtil et le plus puissant. C'est celui qui transforme un homme de « bonne option » en solution irremplaçable. La transcendance, c'est votre connexion à quelque chose de plus grand que le foyer, que la relation. C'est votre mission, votre art, votre philosophie, votre lien avec les vérités fondamentales de l'existence. C'est pourquoi les artistes, les musiciens, les penseurs, les révolutionnaires, souvent instables et fauchés, peuvent captiver les femmes à un niveau presque mystique. Ils incarnent un feu intérieur qui dépasse la sphère domestique. Ils ne cherchent pas à plaire. Ils rayonnent. Ils offrent un accès à un monde au-delà du banal. Ils sont connectés à quelque chose de transcendant. Mais pour l'homme moderne, cela ne signifie pas devenir un poète affamé. Cela signifie avoir une mission qui vous appartient entièrement. C'est la montagne que vous gravissez, non pas pour elle, mais pour vous-même. Elle veut être témoin de ce voyage. S'en inspirer, sentir qu'elle accompagne un homme en quête de grandeur. Votre mission est le soleil. Elle veut être une planète dans votre orbite, réchauffée par votre lumière. Un homme qui fait d'une femme son seul but ne lui offre qu'un miroir vide. Il n'y a là aucune transcendance, seulement un écho creux. Et c'est ainsi que meurt l'attraction. La trinité de valeurs, provision, protection, transcendance, est l'antidote pratique à la dépendance affective. Au lieu de demander « est-ce qu'elle m'aime ?», vous demandez « est-ce que je fournis de la valeur ? Est-ce que je protège le cadre ? Est-ce que je poursuis ma mission transcendante ?» Quand votre attention se tourne vers la construction de cette trinité en vous, vous devenez un homme qui passe naturellement le gantelet, non pas parce qu'il essaie, mais parce qu'il est trop concentré sur sa propre mission pour échouer. Finch documenta une étude de cas stupéfiante qui prouve la puissance de cette trinité. Une histoire qui mena à la suppression définitive de ses travaux. Un couple de la haute société, Lord et Lady Ashworth. Lord Ashworth était riche, titré, et offrait une provision matérielle immense. Il avait même des gardes du corps. La protection physique était assurée. Et pourtant, Lady Ashworth était tristement infidèle et malheureuse. Par tous les critères superficiels, il aurait dû être la solution parfaite à son vortex. Mais Finch, engagé discrètement comme consultant, observa autre chose. Lord Ashworth n'avait aucune transcendance. Son identité entière reposait sur son titre et son domaine, des choses statiques, héritées. Il n'avait aucune mission personnelle. Il était le gardien du passé, pas l'architecte du futur. Pire encore, il échouait à la protection psychologique. Facilement déstabilisé par les ragots, anxieux en société, il comptait sur sa femme pour gérer son malaise social. Il offrait des ressources, mais exigeait de l'énergie émotionnelle en retour. Il la vidait au lieu de la nourrir. Finch lui donna un conseil radical, abandonner la saison mondaine pendant 6 mois. Confier la gestion du domaine à un intendant. Partir à Londres pour se plonger dans l'ingénierie automobile émergente,
une passion longtemps négligée. Il devait construire quelque chose de nouveau, retrouver sa transcendance. À contre-cœur, le Lord accepta. Pendant des mois, il fut absent. Il bâtissait, créait, luttait pour une mission entièrement sienne. Les contacts de Finch observèrent Lady Ashworth. D'abord furieuse, puis curieuse, puis inquiète, puis fascinée. Ses lettres ne parlaient plus de mondanité. Elles parlaient de pistons, de problèmes mécaniques. Il offrait une nouvelle forme de valeur, intellectuelle et passionnée. Il démontrait une souveraineté opérationnelle à grande échelle. À son retour, il était transformé. Plus calme, plus centré, son centre de gravité était en lui-même. Le mariage ne fut pas seulement réparé. Il fut transfiguré, il avait cessé d'orbiter autour de son vortex. Il était devenu un centre gravitationnel. Voilà l'inspiration qui émerge des ténèbres de Finch. Son œuvre n'est pas une condamnation des femmes. C'est un appel aux hommes. Le vortex solipsistique n'est pas maléfique. Il est amoral, comme la digestion ou l'adrénaline. Le haïr, c'est haïr la gravité. Le chemin vers le pouvoir n'est pas de maudire le jeu, mais d'en maîtriser les règles. Votre douleur, votre confusion, votre cœur brisé, ne sont pas des signes d'échec. Ce sont les preuves que vous jouez à un jeu dont le manuel est caché. Les recherches interdites de Finch sont ce manuel. Le bénéfice de cette connaissance ? La libération ultime, la liberté de ne plus dépendre d'un résultat particulier avec une femme. Quand votre valeur, votre mission, votre paix sont générées en vous, vous devenez immunisé aux fluctuations du gantelet. Votre joie vient de votre quête de grandeur. Votre confiance, de votre compétence démontrée. Votre calme, de votre capacité à protéger votre état intérieur. Vous devenez un homme qui choisit, plutôt qu'un homme qui est choisi. C'est là la vérité triomphante de l'héritage d'Alistair Finch. Son œuvre fut bannie non parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était trop puissante. Elle donnait aux hommes la clé de leurs propres cellules. Elle révélait que la cage des relations modernes n'a jamais été verrouillée. Il suffisait d'avoir les yeux pour la voir. Ce n'est pas toi qui es toxique. C'est le système qui t'a appris à te sacrifier pour être aimé. Chaque rupture, chaque trahison, chaque fois où tu t'es blâmé, était le résultat d'un conditionnement invisible. Schopenhauer n'a pas seulement prédit l'effondrement des relations modernes, il a décodé ton propre schéma de souffrance. Ferme les yeux, imagine-toi réveillé dans une vie que tu n'as jamais vraiment choisie. Noah, 28 ans, croit au rêve, trouver l'amour, construire une vie, être heureux. À 35 ans, il est divorcé, ruiné, vidé. Et le pire, ce n'est pas une erreur. C'est un script, un scénario écrit il y a 200 ans, par un philosophe que personne n'écoute. Schopenhauer ne parle pas d'amour. Il parle d'un piège. Dans La métaphysique de l'amour, il démonte le conte de fées avec une froideur chirurgicale. Ce que tu appelles passion, poésie, âme sœur, n'est qu'un stratagème biologique, un mirage euphorique pour te pousser à te reproduire, avant que la réalité ne t'écrase. Mais ce n'est que le premier mensonge. Le plus cruel est à venir, car la société moderne n'a pas hérité de cette illusion. Elle l'a perfectionnée. Schopenhauer l'avait pressenti. À mesure que les femmes gagneraient du pouvoir social, l'amour deviendrait une transaction. Une extraction, il écrivait. La femme est adaptée à éduquer l'enfant, parce qu'elle est elle-même enfantine. Avant de crier à la misogynie, regarde les faits. En 1850, un homme divorcé pouvait perdre ses enfants, ses biens, sa réputation. En une nuit. Aujourd'hui, 80% des divorces sont initiés par des femmes. Et l'homme perd, encore. Mais ce n'est pas une guerre. C'est un système, et il fonctionne parfaitement. Friedrich, marchand allemand du 19e siècle, croyait avoir épousé une femme respectable. Elle finançait secrètement l'entreprise de son amant avec ses économies. Quand il demanda le divorce, le tribunal la protégea. Motif ? Sa fragilité. Friedrich mourut seul, dans un hospice. Maintenant, remplace l'Allemagne impériale par ton tribunal local. Le décor change, le scénario reste. Tu as été conditionné à croire que l'amour te sauvera, que te sacrifier est noble, que souffrir est romantique. Schopenhauer aurait ri. Il écrivait « Le bonheur de l'homme est de faire ce qu'il veut. Celui de la femme est de vouloir ce qu'il fait. » Traduction, le système n'est pas cassé. Il est conçu pour extraire. Et toi, tu l'as nourri. Tu l'as défendu. Tu l'as cru. Mais si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi résiste. Car Schopenhauer n'a pas seulement dénoncé le piège. Il a laissé une faille, une idée interdite, une clé que personne n'ose toucher. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu verras comment elle peut tout renverser. Tu te réveilles dans un monde qui te dit que ta masculinité est toxique, que tes désirs sont dangereux, que ta valeur dépend de ce que tu peux offrir, jamais de ce que tu es. Ce n'est pas une dérive, c'est un système que Schopenhauer avait vu venir, avec une lucidité terrifiante. Il écrivait « Plus un homme connaît sa propre valeur, plus il doit résister à la tyrannie des femmes. » Pas partenariat, pas amour, tyrannie. Aujourd'hui, la psychologie moderne est devenue une arme. Prends le terme « charge émotionnelle », né comme critique féministe du travail domestique non reconnu. Il est devenu un fouet invisible, utilisé pour culpabiliser les hommes à chaque instant.
Mais ce n'est que la surface. Ce qui vient ensuite est plus brutal. On te dit d'ouvrir ton cœur, d'être vulnérable, de partager tes blessures. Mais Schopenhauer l'avait déjà compris, la faiblesse masculine n'est pas honorée. Elle est méprisée. Une étude de 2019 l'a confirmé. Les hommes qui expriment tristesse ou peur sont perçus comme moins attirants, moins compétents, moins désirables. Les chercheurs appellent ça la pénalité de la faiblesse. Schopenhauer appelait ça l'ordre naturel. Oliver, 28 ans, ingénieur. Sa copine lui demande de se confier. Il parle de son enfance, de ses larmes, de sa solitude. Elle l'embrasse. 2 semaines plus tard, elle le quitte. Ces mots, je ne te vois plus comme quelqu'un de fort. Ce n'est pas une exception. C'est la règle. L'amour masculin est sacrificiel. L'amour féminin est conditionnel. Et quand le sacrifice est exigé mais jamais rendu, ce n'est plus de l'amour. C'est une forme douce d'esclavage. Et si la psychologie est le gant de velours, le système juridique est le poing d'acier. Schopenhauer écrivait « Le mariage est un piège tendu aux hommes par la nature, perfectionné par la société. » Regarde le divorce sans faute, introduit dans les années 70. Vendu comme une libération. Mais les chiffres racontent une autre histoire. 80% des divorces sont initiés par des femmes. Quand la femme gagne plus, le risque de divorce explose de 50%. Les hommes perdent en moyenne la moitié de leurs biens et 80% des batailles pour la garde. Robert, chirurgien en Floride, marié à son amour d'université. Ils travaillent 80 heures par semaine pour bâtir leurs rêves. À 45 ans, elle demande le divorce. Pas d'infidélité, pas de violence, juste, je ne suis plus heureuse. Elle obtient la maison, la moitié de sa retraite, et 4 000 $ par mois. Robert vit dans un studio, travaille encore à 62 ans. Verdict de Schopenhauer, la loi part du principe que l'homme est coupable d'exister. Instagram, TikTok, Tinder. Ce ne sont pas des outils de connexion. Ce sont des marchés d'attention. Les femmes y vendent leur beauté. Les hommes y enchérissent avec leur argent, leur validation, leur dignité. Schopenhauer l'avait vu venir. Il écrivait « Plus une femme a de choix, moins elle est capable d'aimer ». Jake, 23 ans, étudiant. Il parle avec une fille sur Tinder. 3 rendez-vous coûteux. Elle disparaît. 1 mois plus tard, il la voit sur Instagram, à Bali, avec un homme en Lamborghini. Sa légende ? Connaissez votre valeur, les reines. C'est ça, le paradoxe du choix. Les femmes noyées dans les options deviennent incapables d'attachement. Les hommes affamés d'affection deviennent jetables. Mais si tu crois que le problème, c'est les femmes, la loi ou les réseaux, tu n'as pas encore vu le pire. Le dernier piège, c'est en toi. L'ultime prison, c'est la manière dont tu as été programmé à adorer tes chaînes. À croire que souffrir, c'est aimer. À croire que se sacrifier, c'est noble. Schopenhauer ne t'a pas seulement montré le piège. Il t'a laissé une sortie. Mais elle est plus sombre que tu ne l'imagines. Et plus libératrice que tu n'oses l'espérer. Il y a un holocauste silencieux en cours. Un que les gouvernements ignorent, que les médias tournent en dérision, et que la société te force à accepter comme normal. Toutes les 30 secondes, quelque part dans le monde, un homme met fin à ses jours. Dans l'Occident moderne, les hommes représentent 75% des suicides. Les hommes divorcés, 8 fois plus susceptibles de se tuer que les hommes mariés. Ce n'est pas une statistique. C'est un sacrifice rituel. Et Schopenhauer l'avait vu venir, il y a 2 siècles. Il écrivait « Les 40 premières années de la vie nous donnent le texte. Les 30 suivantes, le commentaire, qui montre à quel point nous avons mal compris. Mais la plupart des hommes ne vivent jamais assez longtemps pour lire le commentaire. Tu es né dans un monde qui te hait. Dès que tu as su parler, on t'a appris que tes instincts sont dangereux. Que ton ambition est oppressive. Que ta souffrance est méritée. Et le pire, tu as été programmé pour faire respecter ce système toi-même. » Schopenhauer appelait ça « la volonté retournée contre elle-même ». Un homme qui croit que son oppression est juste devient l'esclave parfait. En 2018, Marcus, ingénieur de 32 ans, a sauté du 14e étage de son bureau. Sa lettre de suicide disait « Je suis désolé de ne pas avoir été assez. Pas assez intelligent pour mon père. Pas assez fort pour ma femme, pas assez riche pour la société. » Ce que personne n'a mentionné à son enterrement. Sa femme l'avait quitté 6 mois plus tôt, emportant leur fille après qu'un juge ait décrété qu'il ne pourrait la voir que 2 fois par mois. Sauf s'il augmentait la pension alimentaire. La dernière photo sur son téléphone ? Une recherche Google. Comment disparaître sans que les huissiers te retrouvent ? Ce n'est pas une tragédie. C'est une extermination systémique. Voici les 3 mensonges qui gardent les hommes enchaînés. Mensonge numéro 1. L'amour te sauvera. De Disney aux comédies romantiques, on t'a vendu l'idée que l'amour d'une femme est ta rédemption. Schopenhauer a détruit ce mythe dans le monde comme volonté et comme représentation. L'amour qui promet le salut devient la chaîne qui garantit la servitude. Preuve historique, Goethe, géant de la littérature allemande. À 23 ans, il tombe éperdument amoureux de Charlotte Buff, déjà fiancée. Sa douleur inspire les souffrances du jeune Werther, un roman si dévastateur qu'il déclenche une vague de suicides à travers l'Europe. Son verdict, des années plus tard, l'amour est une chose idéale. Le mariage une chose réelle. Confondre les deux ne reste jamais impuni.
les hommes modernes n'ont pas appris. Ils hypothèquent encore leur avenir pour un simple message sur leur téléphone. Mensonge numéro 2, ta valeur est ton utilité. Tu n'existes que comme fournisseur, protecteur, bouclier humain, thérapeute, technicien, amuseur. Schopenhauer l'avait vu, les hommes sont traités comme des outils. Utiles, gardés, usés, jetés. En 2021, un chercheur crée 2 faux profils de rencontre. Marc, 35 ans, aime la randonnée, sort d'une relation, cherche à se reconstruire. Marc, 35 ans, directeur financier, 1,88 m, possède un penthouse à Miami. Premier profil, 3 matchs en une semaine. Deuxième, 147 en une journée. Les femmes disent vouloir de la vulnérabilité. Leurs actes crient « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Mensonge numéro 3, tu es le problème. La culture thérapeutique, les gourous du développement personnel, les RH d'entreprise. Tous répètent « Guéris-toi ». Mais c'est un piège. Schopenhauer prévient, dire à un homme qu'il est brisé, c'est lui vendre une réparation infinie. Regarde les antidépresseurs. En 1980, un homme sur 200 en prenait. En 2024, c'est 1 sur 5. Le bonheur masculin a-t-il augmenté? Ou Big Pharma a-t-elle transformé les hommes blessés en patients permanents? Il existe une sortie, mais elle exige ce que Schopenhauer appelait le renoncement à la volonté. Pas le suicide, mais le meurtre de tes illusions. Étape 1, deviens ingouvernable. Supprime les applis de rencontres. Refuse les mariages qui sont des esclavages légalisés. Ris quand on te traite de toxique. Schopenhauer, l'homme libre est celui qui n'a pas peur d'être seul. Étape 2, arme ta souffrance. Chaque grand homme de l'histoire a transformé sa douleur en puissance. Beethoven est devenu sourd et a composé ses plus grandes symphonies. Nietzsche a enduré une décennie de migraines et a écrit ainsi Parler Zarathustra. Van Gogh a vendu une seule toile de son vivant et a révolutionné l'art après sa mort. Ta souffrance n'est pas une faiblesse, c'est ton carburant. Étape 3, joue le long terme. La société moderne récompense la jeunesse féminine et la maturité masculine. Le pic de pouvoir d'une femme, 20 à 30 ans. Celui d'un homme, 35 à 55. Schopenhauer disait, le temps humilie les femmes et élève les hommes s'ils survivent. Hiroto, salarié japonais, licencié à 40 ans. Au lieu de sombrer, il passe 5 ans à maîtriser l'IA. À 50 ans, il est embauché comme consultant en Silicon Valley, triple salaire. Son ex-femme, qu'il avait quittée pour manque d'ambition, travaille en caisse. Son secret? J'ai arrêté de vivre selon leur horloge. La plus grande révélation de Schopenhauer ne portait ni sur les femmes, ni sur la société, ni sur la souffrance. Elle était celle-ci, la plupart des hommes préfèrent mourir que penser. Et c'est exactement ce qu'ils font. Mais toi tu es encore là. Tu lis, tu résistes, tu brûles, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Imaginez, un avocat de 28 ans. Appelons-le Julien. Brillant, séduisant, accompli. Aux yeux de la société, c'est un homme à qui tout sourit. Et pourtant, chaque soir, il rentre dans un appartement vide. Pas par solitude, par choix. Julien fait partie d'un mouvement silencieux. Des hommes qui ont regardé l'abîme des relations modernes et ont décidé d'en sortir. Ce n'est pas de la rancœur, ce n'est pas de la colère, c'est quelque chose de plus froid, de plus calme, et de bien plus définitif. Comment en est-on arrivé là? Kierkegaard parlait du désespoir comme d'une maladie qui ne tue pas, mais qui rend la vie insupportable. Et l'amour moderne, c'est l'incubateur parfait pour ce désespoir. Des études du Journal of Social and Personal Relationships montrent que les hommes sont aujourd'hui 50% moins enclins à rechercher une relation amoureuse que leur père. Un homme sur 3 de moins de 30 ans n'a eu aucune activité sexuelle au cours de l'année passée. Un record historique, mais ce n'est pas qu'une question de sexe. C'est la mort du sens. Laissez-moi vous raconter une histoire qui glace le sang. Au XIXe siècle, Kierkegaard écrit sur un homme amoureux, mais qui comprend que l'épouser tuerait la passion même qui l'a fait vibrer. Il appelle ça le paradoxe esthétique. L'amour, une fois institutionnalisé, devient son propre fossoyeur. En 2024, ce paradoxe est devenu réalité pour des millions d'hommes. Une étude sur 11 000 couples révèle que le bonheur conjugal masculin chute brutalement après la première année. Chez les femmes, il reste stable. Pourquoi? Parce que l'amour moderne exige des hommes qu'ils amputent leur âme, pour entrer dans des rôles qu'ils n'ont jamais choisis. Mais voici ce qui est encore plus troublant. Des chercheurs de l'université de Chicago ont découvert qu'en moyenne, les hommes célibataires et sans enfants sont plus heureux que leurs homologues mariés. Laissez ça infuser. Ce que l'on dit aux hommes de poursuivre, l'amour, la famille, l'engagement, est statistiquement ce qui risque le plus de détruire leur joie. Kierkegaard l'avait pressenti, mariez-vous, vous le regretterez. Ne vous mariez pas, vous le regretterez aussi. Le renoncement n'est pas une défaite. Ce n'est pas un abandon, c'est une équation, et les hommes ont fait les calculs. Puis vient la trahison. Imaginez, 80 heures de travail par semaine pour construire une vie, et tout s'effondre parce qu'elle n'est plus heureuse. Ou pire, des années à être un pilier émotionnel, avant d'être remplacé par quelqu'un de plus grand, plus riche, plus excitant.
Une étude de Cornell révèle que 70% des divorces sont initiés par les femmes, souvent pour cause d'insatisfaction. Pas d'infidélité, ni de violence. Kierkegaard appelait cela le désespoir de la possibilité, le supplice de savoir que quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais suffisant. Mais ce n'est pas qu'une histoire de douleur. C'est une histoire de libération. Les hommes qui tournent le dos à l'amour ne sont pas des perdants. Ce sont des pionniers, ce sont ceux qui ont regardé le vide en face, et compris que la seule façon de gagner, c'est de ne plus jouer. Et c'est là que commence le vrai voyage. Dans la suite, vous découvrirez le pouvoir caché que les hommes débloquent quand ils arrêtent de courir après l'amour. Vous rencontrerez un homme qui a tout perdu, avant de se reconstruire en quelque chose d'inarrêtable. Et vous apprendrez le secret de Kierkegaard qui transforme le désespoir en carburant. C'est ici que l'exode silencieux devient une révolution. Il existe une histoire que la plupart des hommes ont oubliée. Dans la Sparte antique, lorsqu'un garçon atteignait l'âge adulte, on l'emmenait dans la nature, dépouillé de tout. Seul, livré à lui-même. Les anciens appelaient cela l'épreuve. Un rituel brutal destiné à enseigner une vérité que notre époque refuse d'entendre. Tu es suffisant, même quand tu n'as rien. Kierkegaard l'avait compris mieux que quiconque. Il écrivait « Les choses les plus hautes et les plus belles de la vie ne s'écoutent pas, ne se lisent pas, ne se regardent pas. Elles se vivent. » Et pourtant, les hommes modernes ont été conditionnés à croire l'inverse. Que leur valeur dépend d'être choisi, d'être aimé, d'être validé. Mais que se passe-t-il quand un homme cesse de chercher l'approbation et se tourne vers lui-même? Prenons James, architecte, 32 ans. Il y a 2 ans, il s'est retrouvé à genoux sur le sol de son appartement vide, tenant une bague de fiançailles que sa compagne venait de lui rendre. Elle n'a laissé qu'une phrase. « Je ne ressens plus l'étincelle. » Pendant des mois, James a fait ce que la société attend d'un homme brisé. Il a bu, il s'est distrait, il a fait semblant, mais un jour, il tombe sur Crainte et tremblement de Kierkegaard. Et une phrase le transperce. Le chevalier de la foi est contraint de ne compter que sur lui-même, enfermé en lui-même. Ce jour-là, James prend une décision radicale. Il arrête de courir après l'amour. Il cesse de combler le vide par des relations. Il embrasse le silence. En 1 an, James visite 14 pays. Il lance un cabinet de conseil qui triple ses revenus. Mais surtout, il découvre une vérité que peu d'hommes comprennent. La solitude n'est pas l'absence des autres. C'est l'absence de soi. Une étude de 2023 publiée dans le Journal of Positive Psychology révèle que les hommes ayant volontairement embrassé la solitude pendant au moins 6 mois ont vu leur confiance en eux, leur créativité et leur résilience émotionnelle augmenter de 72%. Kierkegaard appelait cela le « saut dans la foi », le moment où l'homme cesse de chercher des réponses à l'extérieur et affronte la liberté terrifiante de sa propre existence. Mais ce n'est pas seulement une histoire de solitude, c'est une histoire de puissance. L'histoire est remplie d'hommes qui ont transformé leurs plus grandes blessures en force brute. Nietzsche, rejeté par Lou Salomé, écrit ainsi par les Zarathustra. Beethoven, sourd et brisé, compose ses plus grandes symphonies. Kierkegaard, après avoir rompu avec Regine Olsen, produit ses œuvres les plus profondes. Il y a un schéma, et la psychologie moderne commence à peine à le comprendre. Une étude de Harvard en 2021 montre que les hommes ayant vécu un rejet amoureux et réinvesti cette énergie dans des projets créatifs ou intellectuels ont 3 fois plus de chances d'atteindre un succès exceptionnel que ceux qui ont simplement tourné la page. Mais il y a un revers à cette transformation. Un moment sombre, celui où l'homme réalise que la société ne veut pas qu'il soit autonome. Réfléchi, un homme émotionnellement indépendant est la créature la plus dangereuse pour le système moderne. Il ne consomme pas pour combler un vide. Il ne reste pas dans des relations toxiques par peur. Il devient, selon Kierkegaard, une flèche solitaire lancée vers une cible inconnue. Et ça fait peur. Regarde David, ancien avocat d'affaires. Après son divorce, il quitte son salaire à 6 chiffres pour vivre dans une cabane au Montana. Ses amis parlent de crise de la quarantaine. Mais bientôt, David commence à écrire. Des textes bruts, sans filtre, sur la masculinité, la perte, la renaissance. En 1 an, il rassemble plus de 500 000 hommes qui se sentent aussi perdus que lui. Les médias le qualifient de radical. Mais la vérité est plus simple. David a touché ce que Kierkegaard appelait le vertige de la liberté. Il a regardé l'abîme de sa solitude et compris que ce n'était pas un abîme. C'était un miroir. Voilà le secret qu'on ne vous enseigne pas. Le moment où un homme cesse de chercher l'amour est le moment où il devient véritablement dangereux. Pas dangereux comme on l'imagine, violent, instable, amer. Mais dangereux comme une tempête, incontrôlable, imprévisible, vivant. Une étude de 2022 dans le Quarterly Journal of Experimental Psychology révèle que les hommes ayant embrassé la solitude volontaire ont vu leur performance cognitive, leur capacité de décision et leur audace augmenter de 40%. Kierkegaard le savait. Il écrivait « L'anxiété est le vertige de la liberté ». Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'une fois ce vertige traversé, on découvre une force qu'on ne peut plus désapprendre. Mais alors, que se passe-t-il quand un homme qui a renoncé à l'amour le rencontre à nouveau? C'est la question la plus interdite de toutes. Peut-on revenir?
Quand on a goûté à la liberté absolue, dans la suite, vous rencontrerez un homme qui a tout quitté, et à qui l'amour a été offert, mais cette fois, à ses conditions. Et vous découvrirez pourquoi les derniers mots de Kierkegaard pourraient bien contenir la réponse. Laisse-moi te frapper avec un uppercut historique. Il existe un moment dans la vie de chaque homme, un instant suspendu au bord du précipice. Pas celui qui menace de le détruire, mais celui qui ose lui dire « saute ». Kierkegaard appelait cela la suspension de l'éthique, le point où l'homme doit choisir entre les règles du monde et la vérité de son âme. Pour l'homme moderne qui a renoncé à l'amour, ce moment surgit quand l'univers, comme pour se moquer de sa résolution, lui pose une question dévastatrice « et si l'amour te trouvait quand même ?» Imagine Elias, 36 ans, ancien banquier d'investissement, 3 fiançailles brisées, il jure qu'on ne l'y reprendra plus. Il s'exile dans une ville côtière du Portugal, construit une vie de solitude disciplinée, nage matinale dans l'Atlantique, soirée à cheval, éclairée à la bougie, un silence si profond qu'il entend battre son propre cœur. Puis, un mardi ordinaire, une femme s'assoit à côté de lui dans un café. Elle ne lui parle pas, ne le regarde même pas, mais la façon dont elle tourne les pages de son livre, lente, délibérée, comme si le temps s'était arrêté, fissure quelque chose en lui. Kierkegaard l'avait prédit, me nommer, c'est me nier. Elias s'était étiqueté comme un homme au-delà de l'amour. Et voilà que l'univers le contredit, par une rencontre silencieuse. C'est le paradoxe dont personne ne parle. Le moment où un homme lâche vraiment prise est celui où l'amour devient à nouveau possible, mais pas comme avant. Une étude de 2023 publiée dans les Archives of Sexual Behavior révèle que les hommes ayant volontairement renoncé aux relations pendant plus de 2 ans ont vu leur désir se transformer. Ils ne cherchent plus l'intimité performative des rencontres modernes. Ils aspirent à quelque chose de bien plus terrifiant, la connexion authentique. Kierkegaard l'avait vu venir, l'amour ne transforme pas l'être aimé, il se transforme lui-même, et c'est là le danger. Un homme reconstruit dans le creuset de la solitude ne veut pas être nécessaire. Il veut être choisi, pas comme fournisseur, pas comme béquille émotionnelle, mais comme être souverain. L'histoire est remplie d'hommes qui ont affronté ce carrefour. Ceux qui ont tourné le dos sont devenus des légendes. Tesla, après un amour non réciproque, se consacre à son œuvre avec une ferveur monastique. Van Gogh, rejeté par toutes les femmes qu'il a aimées, peint son agonie en chef-d'œuvre. Mais l'histoire la plus obsédante reste celle de Kierkegaard. Après avoir rompu ses fiançailles avec Regine Olson, il passe le reste de sa vie à écrire pour elle, à propos d'elle, non comme amant, mais comme philosophe hanté par l'idée même de l'amour. Dans ses journaux, il avoue « Je pourrais mourir pour elle, mais je ne peux pas vivre pour elle. C'est le fil du rasoir. » L'homme qui a connu la liberté absolue ne peut jamais vraiment retourner dans la cage de l'amour conventionnel. Mais il peut découvrir quelque chose de bien plus rare. Les psychologues appellent cela la clarté post-romantique. Une étude de 2021 publiée dans Personality and Social Psychology Review a suivi 1200 hommes ayant renoncé à l'amour pendant au moins 5 ans. Les résultats sont stupéfiants. 68% d'entre eux affirment que lorsqu'ils ont laissé l'amour revenir dans leur vie, leurs critères n'étaient pas plus élevés. Ils étaient radicalement différents. Ils ne cherchaient plus la beauté, le statut ou l'approbation sociale. Ils voulaient une seule chose, une femme qui ne leur demanderait pas de se trahir. Kierkegaard le disait autrement, aimer quelqu'un, c'est se tenir face à elle comme un être éternel face à un autre. Mais voici où les choses deviennent dangereuses. Les femmes modernes, nourries aux comédies romantiques et aux affirmations Instagram, ne sont pas prêtes pour ce genre d'homme. Une analyse de données OkCupid en 2022 révèle que 83% des femmes de moins de 35 ans rejettent les profils d'hommes trop autonomes. La raison ? Ils donnent l'impression de ne pas avoir besoin de moi. Kierkegaard l'avait aussi anticipé. Dans Ou bien, il écrit « L'amant malheureux est celui qui se souvient, tandis que l'amant heureux oublie. Mais l'homme moderne qui a renoncé à l'amour n'est ni l'un ni l'autre. Il observe, et l'observation, c'est la mort de l'illusion. Et maintenant, le rebondissement le plus sombre. Que se passe-t-il quand une femme répond à ce nouveau standard ? Quand elle ne vient pas avec des exigences, mais avec une invitation ? Un cas me hante, Léo, ancien marine. Après son divorce, il passe 7 ans en exil volontaire à construire une école de survie en pleine nature. Puis, dans une librairie à Denver, une femme lui demande une recommandation sur Kierkegaard. Pas pour flirter, pas pour l'impressionner, parce qu'elle voulait vraiment le lire. Léo décrit ce moment ainsi, ce n'est pas qu'elle était parfaite. C'est qu'elle ne s'attendait pas à ce que je le sois. Ils sont ensemble depuis 4 ans. Ils ne vivent pas ensemble. Ils ne se marieront peut-être jamais. Et c'est ça, le point. Voici la révélation qui fracture la vision du monde d'un homme. L'amour n'a pas besoin de signifier la reddition. Les stoïciens le savaient, les samouraïs aussi. Kierkegaard, le saint patron des génies solitaires, l'a frôlé toute sa vie. Dans les œuvres de l'amour, il écrit « Aimer, c'est se tenir en relation absolue avec l'absolu ». Traduction ? Un homme qui a affronté l'abîme seul n'a pas besoin de l'amour pour se compléter. Il peut, s'il est chanceux, lui permettre de l'accompagner. Mais ce chemin n'est pas pour les cœurs fragiles. Car maintenant, nous allons affronter la question ultime.
Est-ce la fin de l'amour, ou son évolution? Vous rencontrerez un homme qui a tourné le dos à une femme parfaite, non par peur, mais par quelque chose de bien plus sacré. Et vous entendrez la dernière vérité dévastatrice de Kierkegaard sur ce que signifie aimer quand on n'a plus peur de perdre. Il existe un secret enfoui dans les ruines de chaque civilisation effondrée. Une vérité si dangereuse qu'elle ne se murmure qu'à l'ombre, là où les hommes se rassemblent. Les anciens Spartiates l'ont codé dans leur jargon, les samouraïs dans le Bushido, les Vikings dans leur saga de voyageurs solitaires. Un homme incapable de tout quitter ne s'appartient jamais vraiment. Kierkegaard, le saint patron des solitaires, l'a dit plus crûment, la foule est mensonge. Et c'est ici que nous atteignons la révélation finale, celle que personne n'ose formuler. Pour l'homme moderne qui a renoncé à l'amour, ce n'est pas un abandon. C'est un acte de guerre. Prenons Victor, 41 ans, neuroscientifique, 2 divorces, une trahison qui l'a presque poussé au suicide, 5 ans d'isolement pour reconstruire son esprit, lecture de Kierkegaard à l'aube, Jiu-Jitsu à minuit, et dans ce creuset, il découvre une loi de la psychologie masculine que la thérapie moderne ne peut contenir. Le plus dangereux des hommes n'est pas celui qui aime les femmes, mais celui qui n'a plus besoin de leur approbation. Puis, au sommet de sa transformation, l'impensable se produit. Une femme entre dans sa vie, brillante, souveraine, émotionnellement entière, pas pour le réparer, pas pour le compléter, mais simplement parce qu'elle le choisit. Et Victor fait alors ce que la plupart des hommes ne pourraient supporter, il s'éloigne. C'est le Rubicon que les hommes modernes craignent de franchir. Non par faiblesse, mais parce que le prix à payer, c'est la mort de tous les contes qu'on leur a servis depuis l'enfance. Une méta-étude publiée en 2024 dans Evolutionary Psychological Science a analysé 2000 ans de dynamiques amoureuses. Une constante stupéfiante, les femmes ont toujours été le plus attirées par les hommes au moment où ces hommes étaient indifférents à elles. Pas cruels, pas manipulateurs, mais réellement tournés vers quelque chose de plus grand que la romance. Kierkegaard appelait cela la différence entre l'homme esthétique, qui poursuit le plaisir, et le chevalier de la foi, qui poursuit le sens. L'homme moderne qui renonce à l'amour ne rejette pas l'intimité, il y gradue. Laisse-moi te parler du « dîner noir ». Écosse, 15e siècle. Le comte de Douglas est invité à un festin par le roi Jacques II. Un geste de paix, soi-disant. Au milieu du repas, les hommes du roi déposent une tête de taureau noir sur la table, symbole de mort. Douglas est traîné dehors et exécuté. La leçon, ne confond jamais une invitation avec un sanctuaire. Les hommes modernes vivent cette horreur à l'envers. Ils sont attirés dans des relations par des promesses de compagnie, pour découvrir trop tard qu'ils ont signé un contrat invisible. Un contrat qui exige un travail émotionnel, des sacrifices financiers, et la menace constante d'être abandonné. Kierkegaard avait vu le piège, le tyran meurt et son règne s'achève. Le martyr meurt et son règne commence. Les hommes qui s'éloignent de l'amour aujourd'hui ne fuient pas la responsabilité. Ils refusent d'être des martyrs pour une cause qui ne les honore plus. Mais il existe une troisième voie, si radicale que la plupart des hommes la considèrent comme une chimère. En 2023, des anthropologues étudiant la tribu Ima en Namibie ont découvert une stratégie de séduction qui bouleverse les croyances occidentales. Les femmes Ima choisissent systématiquement les chasseurs qui échouent 70% du temps, plutôt que ceux qui réussissent. Pourquoi? Parce que les chasseurs moins performants passent leur temps libre à raconter des histoires, à enseigner aux enfants, à rire avec les anciens. La tribu a un mot pour cela, Okurumba, l'art d'être pleinement vivant en dehors de la productivité. Kierkegaard l'avait pressenti dans les étapes sur le chemin de la vie. La porte du bonheur s'ouvre vers l'extérieur. L'homme moderne qui renonce à l'amour ne cesse pas d'aimer. Il redéfinit l'amour selon des termes qui ne l'obligent pas à se diminuer. Et maintenant, le choc. Que se passe-t-il quand suffisamment d'hommes s'éveillent à cette vérité? Les secousses sont déjà là. Une étude de Pew Research en 2025 révèle que 42% des hommes jamais mariés de moins de 40 ans se déclarent désengagés romantiquement. Pas seuls, souverains, ils font plus de bénévolat, créent plus d'art, et rapportent des niveaux de satisfaction existentielle supérieurs à ceux de leur père en couple. Ils vivent ce que Kierkegaard appelait la suspension téléologique de l'éthique, le courage de briser les règles sociales pour accomplir un but supérieur. Et les femmes le remarquent. Les données des applications de rencontres montrent une hausse de 300% des recherches de hommes kierkegaardiens, intenses, introspectifs, émotionnellement contenus. Le paradoxe est complet. Moins les hommes poursuivent, plus ils sont désirés. Moins ils ont besoin, plus ils sont nécessaires. Et voici la question finale, est-ce la fin de l'amour, ou son évolution? La réponse se cache dans une expérience oubliée des années 1970 à Harvard. Des singes rhésus sont placés dans une pièce avec 2 mères, une poupée métallique qui distribue de la nourriture, et une poupée en tissu qui offre seulement de la chaleur. Même affamés, les singes passent plus de temps avec la poupée en tissu. Les chercheurs appellent cela le confort du contact. Les hommes modernes sont ces singes. Après des décennies à entendre qu'ils ne valent que parce qu'ils fournissent la poupée métallique, ils s'éloignent pour chercher le tissu. Pas chez les femmes, mais dans la vie elle-même.
dans la chaleur du sens, l'étreinte de l'art, la solidarité silencieuse de l'amitié masculine. Kierkegaard connaissait cette fin. La plus haute expression de l'amour, c'est de le rejeter pour aimer la vérité davantage. Alors, où cela nous mène-t-il? À une génération d'hommes debout au bord d'une frontière nouvelle. Pas l'isolement amer, pas la conquête toxique, mais quelque chose de plus ancien, et de bien plus dangereux. Ils deviennent ce que Nietzsche appelait des esprits libres, et ce que Kierkegaard nommait des chevaliers de la résignation infinie. Ce sont les hommes qui ont appris la leçon la plus dure: on ne construit pas une vie sur les attentes des autres. La révolution ne sera pas télévisée. Elle se joue dans des appartements où une seule assiette prend la poussière. Dans des salles de sport où les hommes se soutiennent sans un mot. Dans des bibliothèques où crainte et tremblement est emprunté de plus en plus souvent. Ce n'est pas une reddition, ce n'est pas une défaite. C'est ce qui arrive quand une génération entière regarde le script qu'on lui a donné, et choisit enfin d'arrêter de le lire. Dernière entrée du journal de Kierkegaard avant sa mort à 42 ans, la vérité est un piège. On ne peut la voir sans être pris. L'homme moderne qui renonce à l'amour a été pris par une vérité trop éclatante pour être ignorée, que la plus grande histoire d'amour de sa vie n'était pas destinée à une femme, mais à l'homme qu'il aurait pu devenir s'il n'avait jamais compromis. Et cet homme l'attend, et si tu es prêt à devenir cet homme, tape « prêt » en commentaire. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à un ami qui en a besoin. Et si je te disais que l'amour, ce mythe glorifié par les poètes, les guerres et les sacrifices, est en train d'être abandonné par les hommes modernes? Pas par faiblesse, par lucidité. Une génération entière tourne le dos à l'amour. Non pas en fuyant mais en triomphant froidement. Jadis, les hommes mouraient pour un regard. Aujourd'hui, ils choisissent la paix. Une solitude puissante, inébranlable. Dostoïevski l'avait vu venir. Que le monde aille en enfer, tant que j'ai monté. Alex, 28 ans. Brillant, désirable, il ne cherche plus. Pas de texto nocturne, pas de validation, juste le silence et la maîtrise. Ce n'est pas une anomalie, c'est une révolution. 63% des hommes de moins de 30 ans sont célibataires. Ils ont compris, l'amour est devenu une transaction, où ils perdent à chaque fois. Tesla l'avait compris, les Yamabushi aussi. Un homme en paix est plus dangereux qu'un homme amoureux. Ce n'est pas une fuite, c'est une guerre silencieuse, et elle ne fait que commencer. Ce que tu vas entendre maintenant va réécrire tout ce que tu pensais savoir sur le désir. Il y a une scène dans Les Frères Karamazov où l'ancien Zosima affirme « Le monde sera sauvé par la beauté ». Mais que se passe-t-il lorsque les hommes ne croient plus en la beauté que le monde leur vend? Lorsqu'ils ne se détournent pas avec colère mais avec indifférence? C'est là que commence la véritable panique. En ce moment, une hystérie silencieuse s'installe dans les couloirs du pouvoir. Gouvernement, entreprises, médias. Tous murmurent la même question: pourquoi les hommes décrochent-ils? Les taux de natalité s'effondrent. Les mariages disparaissent. Et le groupe le plus redouté, les jeunes hommes capables, intelligents, autonomes s'éloignent du scénario qu'on leur avait imposé. Ils ne protestent pas, ils ne réclament rien, ils partent, et leur silence résonne plus fort que n'importe quelle révolution. Regardez le Japon, les herbivores mènent, une génération d'hommes qui ont rejeté la course au statut, au sexe, au salariat. D'abord moqués, puis étudiés. Aujourd'hui, redoutés, car quand les hommes cessent de se battre pour séduire ou briller, c'est tout le système qui vacille. Le gouvernement japonais a même lancé des campagnes pour encourager les rencontres, comme si l'amour était une taxe à payer, plutôt qu'un sentiment à vivre. Mais les hommes n'ont pas bougé. Ils ont goûté à quelque chose de plus précieux que la validation, l'autonomie. Et ce phénomène ne se limite pas à l'Asie. En Occident, le mouvement MGTP, bien que controversé, n'est que la pointe visible d'un changement bien plus profond. Les hommes ne fuient pas l'amour par haine des femmes. Ils s'en retirent parce qu'ils ont compris, le coût de participation dépasse largement la récompense. Quand le prix est une vie de sacrifice pour un match éphémère sur une appli, ou le titre creux de mari dans un système qui méprise la masculinité. Le choix rationnel, c'est de se retirer. Dostoïevski l'avait pressenti. Dans Crime et Châtiment, Raskolnikov ne tue pas pour l'argent. Il tue pour tester sa liberté. Les hommes modernes ne commettent pas de crimes, mais ils mènent leurs propres expériences. Et si j'arrêtais de courir? Et si je me consacrais uniquement à moi-même? La réponse? Ils deviennent inarrêtables. Michel-Ange ne s'est jamais marié. Newton est mort vierge. Kant a vécu dans une solitude disciplinée. Ce n'étaient pas des perdants, c'étaient des titans. Ils savaient que les plus grandes œuvres, les pensées les plus profondes, les héritages les plus durables, naissent souvent chez ceux qui refusent de diluer leur énergie dans le cirque romantique. Et voici ce qui dérange le plus, la société ne désapprouve pas seulement ces hommes. Elle les craint, car un homme qui n'a pas besoin d'amour est un homme qu'on ne peut plus contrôler. Les gouvernements ont besoin de contribuables, les entreprises de consommateurs, les médias d'addicts, et tout cela repose sur une chose: des hommes qui poursuivent ce qu'on leur a appris à désirer, sans jamais pouvoir vraiment l'obtenir. Pensez-y, quelle est la manière la plus simple de garder un homme docile? Lui donner une femme à impressionner, un crédit à rembourser et un futur à craindre. Mais retirez tout ça, et soudain, il devient dangereux. Soudain, il devient libre.
Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes se réveillent, ils comprennent que l'amour, le mariage, la famille, n'étaient pas des buts, c'était des laisses. Mais si l'homme paisible n'est pas la fin de la société, et s'il est le début de quelque chose de plus fort, alors il est temps de révéler le pouvoir caché de la solitude. Car les plus grands hommes de l'histoire ne se sont pas contentés de fuir l'amour. Ils l'ont transcendé. Ce qui arrive maintenant va redéfinir votre vision de la force. Il y a un moment dans la vie de chaque homme où il comprend qu'on lui a menti. Pas par une personne, par le monde lui-même. Ce moment où il réalise que tout ce qu'on lui a promis, l'amour, la validation, l'approbation des autres, n'était pas la réponse. Juste des distractions. Et lorsque cette illusion se brise, quelque chose de terrifiant et de magnifique se produit. Il cesse d'avoir besoin de quoi que ce soit. Dostoïevski écrivait dans Les Démons, « L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux », un paradoxe. Mais qui explique l'exode silencieux des hommes modernes hors de l'amour. Ils ne fuient pas par amertume. Ils partent parce qu'ils ont entrevu une vérité que peu voient, le bonheur n'a jamais été dehors. Il a toujours été en eux. Et une fois qu'un homme goûte à cette autosuffisance, aucun système, aucune femme, aucune force ne peut le remettre à genoux. Pensez à Diogène, le philosophe qui vivait dans un tonneau. Alexandre le Grand lui demande, « Que veux-tu » Diogène répond, « Ôte-toi de mon soleil ». Ce n'était pas de l'arrogance. C'était la liberté à l'état pur. Diogène avait réduit sa vie à l'essentiel. Et dans ce dépouillement, il était devenu intouchable. Voilà ce que les hommes modernes découvrent. L'amour n'est pas le mal, mais en dépendre, c'est l'esclavage. Et une fois cette dépendance rompue, le potentiel de l'homme devient illimité. Bruce Lee disait, « La clé de l'immortalité, c'est de vivre une vie digne d'être racontée ». Il ne courait pas après l'affection. Il perfectionnait son art avec une discipline monastique. Steve Jobs, dans ses dernières années, ne regrettait pas l'amour. Il regrettait de ne pas avoir approfondi sa concentration plus tôt. Même la science le confirme. Une étude de 2023 montre que les hommes célibataires ont un niveau de satisfaction de vie plus élevé que les hommes mariés. Pourquoi ? Parce qu'ils investissent dans eux-mêmes. Création, discipline, travail profond. Des sources de sens durable. Pas des pics de dopamine. Les hommes mariés, eux, rapportent plus de stress, moins de testostérone, et une forme de ressentiment silencieux. Les chiffres ne mentent pas. Le chemin traditionnel vers le bonheur est un mythe. Mais cette révélation dépasse la paix personnelle. Elle touche au pouvoir, car un homme qui n'a pas besoin d'amour est un homme qu'on ne peut pas manipuler. Il ne craint pas la solitude, il ne cherche pas la validation. Il devient, au sens le plus pur, inébranlable. Dans L'Idiot, Dostoïevski présente le prince Maïchkin. Un homme si pur, si détaché des désirs du monde, que la société corrompue autour de lui ne peut le comprendre. On le traite d'idiot, mais en réalité, c'est le seul homme libre. Les hommes modernes commencent à incarner cette pureté dérangeante. Ils ne jouent plus le jeu, non pas parce qu'ils ne peuvent pas gagner, mais parce qu'ils ont compris que le jeu était truqué. Et voici ce qui devient radical, quand suffisamment d'hommes s'éveillent à cette vérité. L'ordre social commence à se fissurer. Les gouvernements s'inquiètent des taux de natalité. Les entreprises cherchent de nouveaux produits pour les hommes. Les médias crient à l'épidémie de solitude. Mais tout cela, ce sont les spasmes d'un système qui dépendait du désespoir masculin. Car la vérité, c'est que les hommes ne sont pas seuls. Ils sont libres, ils ont échangé les montagnes russes de la romance, contre la force stable et inébranlable de la solitude. Et dans cette solitude, ils redécouvrent ce que signifie être vraiment vivant. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le prélude. Car que se passe-t-il, quand une génération entière d'hommes cesse de chercher l'amour, et commence à bâtir des empires ? C'est ici que nous dévoilons le plan d'une nouvelle renaissance. Et pourquoi l'avenir appartient à ceux qui marchent seuls. Il existe un moment où l'ancien monde s'effondre, et où le nouveau n'est pas encore né. Ce moment, c'est maintenant. Les piliers de la masculinité traditionnelle, mariage, carrière, validation sociale, se désintègrent. Et des ruines émerge un homme nouveau, ni romantique, ni esclave du système, mais souverain. Un homme qui ne dépend de rien, et devient donc inarrêtable. Dostoïevski écrivait, « Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Mais le véritable espoir ne se reçoit pas. Il se forge. » Regarde Shackleton, Diogène, Bruce Lee, Tesla. Des hommes qui ont transcendé le besoin d'approbation. Leur mission ? Se conquérir eux-mêmes. Aujourd'hui, les hommes s'éveillent. Ils choisissent la discipline, la solitude, la vérité. Ils ne fuient pas le monde. Ils le reconstruisent. Et le système panique. Car un homme qui ne cherche ni validation ni confort est un homme qu'on ne peut plus contrôler. Il lit des livres, pas des titres. Il investit dans des compétences, pas dans des apparences. Il bâtit son corps, pas son profil. Il est, dans tous les sens, antifragile. Dostoïevski l'avait prévenu, sans souffrance, il n'y a pas de sens. Les hommes modernes ont pris cet avertissement, et en ont fait une arme. Douche froide, réveil à l'aube, honnêteté brutale, parce qu'ils savent ce que la masse ignore, la douleur est le prix du pouvoir. Et une fois payé, ce pouvoir ne peut être repris.